Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Série, saison 4, épisode 24. What are your drives? To meet my maker. Cette semaine, les séries font office de boules de cristal et nous racontent comment elles envisagent le futur de l'humanité. Attention, spoiler, c'est pas gagné. Hey, why is it just the women? I don't have a choice. Roger. À quoi ressemblera notre monde si on ne prend pas en compte les signaux d'alarme qu'il nous envoie? Qui des technologies ou de l'homme exploite l'autre? Peut-on rêver d'un jour meilleur? Ce sont les questions épineuses et nécessaires que se posent les séries qui imaginent la vie de demain, de The Handmaid's Tale à Sense8, The Walking Dead ou encore Westworld. Pour analyser leurs messages et leur impact sur notre quotidien, nous avons invité Hélène Machinal, professeure des universités en études anglophones et autrice du livre Post-humain en série, et Perrine Kenson, journaliste au Cercle Série et créatrice du podcast 7ème Science. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une recrudescence de séries post-apocalyptiques ou post-cataclysmiques, comme vous les appelez aussi dans votre ouvrage, effectivement de The 100 à Westworld, à The Walking Dead, The Handmaid's Tale. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une accélération de ces séries-là, comme s'il y avait une urgence à en parler, à analyser, puis à prévenir aussi? Oh oui, je pense. C'est quand même assez flagrant sur la dernière décennie, là même peut-être un peu plus que ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans un désir d'essayer de projeter un après, mais un après qui n'est pas réellement un après, parce que finalement c'est un après qui reproduit ou qui propose une autre organisation sociétale qui est complètement dystopique. Donc effectivement, on ne voit pas très bien comment ça peut se reconstruire ensuite. En même temps, c'est peut-être qu'on est vraiment très très inquiet. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on a peur et donc qui donnent des séries très diversifiées qui chacune forment une espèce de catalogue des peurs contemporaines. Que ce soit une peur sociétale, d'un seul coup quelqu'un qui prendrait le pouvoir et qui annihilerait l'humanité d'une manière comme les Handmaid's Tale, où on décide qu'une catégorie de personnes n'a pas le droit au même droit que les autres, etc. On a évidemment le Walking Dead, où d'un seul coup, là c'est la catastrophe sanitaire, finalement. Tout le monde est mort et revient à la vie. Ça fait un peu peur. On a plein de raisons différentes d'avoir peur. Ouais, alors on se fait peur, on se fait hyper peur, parfois, notamment parce que certaines séries arrivent à raccrocher très très bien avec notre époque, notamment en ne plaçant pas le futur qu'elle raconte. On ne sait pas s'il est proche, très proche, si c'est demain. Moi, la série qui me fait le plus flipper, c'est vraiment La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, où c'est tellement crédible et c'est tellement à notre porte où on va et comment on fait pour arrêter ça, en fait. C'est particulièrement intéressant si on n'oublie pas non plus que The Handmaid's Tale est une adaptation d'un roman qui date des années 80. Donc c'est intéressant de voir comment des problématiques féministes, ou de réflexion sur le statut des femmes dans les années 80, telles que Margaret Atwood les a représentées dans son roman, sont adaptées à la période contemporaine. La réflexion sur une dérive autoritaire d'un État qui assujettirait les femmes est toujours aussi d'actualité, quoi. Fertility is a gift directly from God. He left you intact for a biblical purpose, like Bilhah served Rachel. You girls will serve the leaders of the faithful, and their barren wives. You will bear children for them. Effectivement, quand on pense à Trump et à certaines des déclarations qu'il a pu faire sur les femmes, voilà. Menacer le planning familial, c'est des questions dont on aimerait ou dont on penserait qu'elles sont enterrées, en fait. Ouais, et pas du tout. La Servante écarlate, c'est un futur proche, non défini dans le temps, mais il y a... Moi, je pense à une série comme Years and Years aussi. What she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? Years and Years, c'est carrément dans 10 ans. En fait, c'est vraiment très très proche. Et forcément, on s'ancre sur notre réalité à nous. Et c'est comment, à partir de notre réalité à nous, qui est du niveau de ce qu'on connaît technologiquement, socialement, comment ça pourrait dériver. Ces mises en garde, on espère très fort qu'elles soient écoutées. Mais c'est pas sûr. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory. Are you with me? You don't mind, do you? No.
Et des séries qui cachent un peu leur jeu. Ce que fait The Leftovers, finalement, qui, d'un premier regard, traite d'une survie humaine, qui part du principe que 2% de la population a disparu. Évidemment, nous, spectateurs, on focalise sur cette histoire de 2%. Très vite, on l'abandonne. Et c'est vraiment une série sur la survie, sur l'humanité, sur l'humanisme. Vous avez tout à fait raison. C'est plus une série qui travaille la question de la rupture. Pas forcément, enfin voilà, moi je qualifierais ce qui se passe dans The Leftovers de cataclysme, hein, mais en fait c'est surtout une rupture, avec un avant et un après. Donc il y a une dimension temporelle très prégnante dans la série, et je pense que c'est surtout une série sur la perte et sur le travail du deuil, hein, plutôt qu'une série sur la représentation d'un après. It's okay, baby. Yeah. It's a red button. Oh my God, just press it in with a pen or something. Oh, it's perfect. It'll start back up. Okay, I'm in the car right now. Can you make the formula? I'm gonna be home in... Sam? Sam? Ce qui me touche dans The Leftovers, c'est encore plus que la rupture, c'est comment dire, presque le hasard et l'injustice. C'est-à-dire, pourquoi pas moi et pourquoi lui? Et c'est là où je pense que la série est un petit peu différente des autres. C'est-à-dire que la plupart des autres séries comme ça, post-cataclysmiques ou post-apocalyptiques, c'est que la plupart de ces problématiques, elles viennent de l'homme. C'est l'homme qui les a provoquées. C'est un problème technologique, c'est un problème environnemental, mais qui est provoqué en grande partie par l'homme. Mais pas The Leftovers. The Leftovers, c'est une pure injustice. Et cette injustice-là, d'un seul coup, qui nous ramène à notre condition, finalement, d'humain qui ne peut pas tout et qui ne sait pas tout, je pense que d'un seul coup, c'est peut-être la série qui définit le plus encore l'humanité. Et comment dire, la peur qui anime l'être humain. Et c'est le fait aussi qu'on croit finalement à une force supérieure, puisqu'on n'est pas en maîtrise de tout. Il y a une dimension religieuse dans The Leftovers. C'est une des théories. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans The Leftovers, moi personnellement, c'était la première saison. Parce que justement, après, non mais d'accord, après j'apprécie la série parce qu'elle propose des choses intéressantes. Ce qui a fait beaucoup pleurer. Mais quand même, le fait de verser dans la dimension mystique, personnellement, moi ça m'a déçue. Parce que ce que j'ai trouvé super intéressant dans la première saison, c'est ça. C'est que jusqu'au terme de la première saison, il n'y a aucune explication qui est même envisagée, quoi. Et systématiquement, en plus, avec le personnage de Matt Jamieson, l'explication par le divin, par une intervention, etc., est systématiquement tournée en ridicule. Et même d'une certaine façon, quand même encore un petit peu dans la deuxième saison. Mais néanmoins, elle existe. Oui, mais elle est... Enfin, à chaque fois qu'il y a un épisode, parce que par cette saison, vous avez remarqué qu'il y avait un épisode centré sur le personnage du révérend, et à chaque fois, ces épisodes-là proposent une version en fait relativement ironique et cynique de l'explication par le divin. Why not? Because I'm the authority. All right, you're the authority on everything. Creation, Isaac and Abraham, the decathlon, and yet you only won the bronze. Well, that was before. Of course. Because you weren't always God. You had to die in a rock climbing accident and come back to life just like your son Jesus, who, strangely, doesn't seem to get a mention here on your little card. Et tant que cette explication par le divin finalement n'était pas proposée dans la série, moi je trouvais ça particulièrement intéressant parce qu'on était à la frontière de la science-fiction et du fantastique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'explication, en fait, possible, ni envisageable, ni même envisagée. Et ça, je trouvais ça très très fort dans cette série-là. Après, bon, voilà, il y a une orientation dans la saison 3 qu'on peut discuter, que je trouve extrêmement bien faite et très intéressante, mais c'était, pour moi, c'est un peu dommage. Ouais. On a perdu l'ouverture de réflexion que proposait l'absence d'explication. Then what do you take responsibility for? Dinosaurs? The Black Plague? Mount Everest? The Mona Lisa? The sudden departure? Yeah, that was me. The sudden departure was you. Uh-huh. Why? Because I could. Mais par ailleurs, elle se distingue d'une autre manière, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de technologie dans The Leftovers. Oui. On s'en fout complètement de comment nos matériaux, nos écrans, nos téléphones évoluent, ça n'existe pas. Je me rends compte en parlant avec vous, comme quoi on n'a jamais fini de réfléchir sur une série. Je réfléchissais à Black Mirror en parallèle, sur vraiment l'overdose de technologie pour le coup, et j'étais dans ma tête en train de comparer les deux formats, c'est-à-dire une série sur 3 saisons feuilletonnantes,
dense avec beaucoup de personnages, et d'un autre côté, Black Mirror, une anthologie avec des histoires courtes, comme si on était vraiment plus reliés les uns aux autres et que c'était des histoires individualistes qui étaient gouvernées par les écrans, gouvernées par les technologies. Franchement, cette différence de format, là, me choque vraiment très fortement. Même dans la façon dont on va raconter cette période post-cataclysmique, on va peut-être aussi choisir un format qui va s'adapter à ce qu'on a envie de raconter et à cette déconnexion humaine. Dans Black Mirror, la démarche du créateur de la série n'est pas du tout la même. Il vous met d'emblée, au début de chaque générique, face à un écran noir. You ready? Une façon de pousser le récepteur à s'interroger sur le rapport qu'il a avec cette interface qui est systématiquement partout dans nos vies. Donc, moi, je pense que de base, c'est pas la même approche, quoi. C'est pas la même dynamique. Et il y a une dimension réflexive dans Black Mirror qui est posée d'emblée. Et après, effectivement, le format de l'anthologie est particulièrement intéressant de ce point de vue-là, parce que chaque épisode va réussir aussi à forcer le récepteur à s'interroger sur un aspect spécifique de nos cultures hypermédiatiques contemporaines, quoi. Ça reste une série terriblement humaine. Bien sûr qu'on a une pluralité de technologies qu'on va découvrir de plus en plus angoissantes, ça dépend lesquelles, hein, évidemment, on a vraiment tout un tas de choses. Mais avant toute chose, c'est des humains qui s'en servent, ou des humains qui la subissent, ou des humains qui la créent. Et au bout d'un moment, c'est pas la technologie en elle-même, c'est pas ce bout de puce électronique avec telle chose qui est problématique. C'est qu'est-ce que l'humain en fait, comment il l'utilise et dans quel but il la crée. C'est là où la série, pour moi, est ultra réflexive. C'est qu'elle nous renvoie à nous-mêmes et à notre façon de gérer les écrans, de gérer la technologie et de penser cette technologie. La série explore assez peu, finalement, par exemple, l'intelligence artificielle. C'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement, puisque l'intelligence artificielle, ça devient un autre sujet. Ouais. C'est-à-dire on développe autre chose, une intelligence qui est en dehors de l'humain, finalement, qui a sa propre conception. I've told you, Bernard, never place your trust in us. We're only human. Inevitably, we will disappoint you. L'intelligence artificielle qui n'est pas dans Black Mirror, mais qui est le sujet principal de Westworld, qui est aussi une de ces grandes séries qui fait peur. Il y a une phrase dans Westworld qui m'a vraiment happée, qui est Bernard, donc ce personnage... alors j'ai pas envie de spoiler, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas vu et qui ne savent pas qui est Bernard, mais bon, Bernard qui est un des personnages centraux, qui explique comment ont été envisagés les parcs, comment ont été envisagés les androïdes, les hosts, et qui dit, en fait, notre travail, nous, en tant que techniciens, que scientifiques, c'était pas de coder les hosts, c'était de décoder les humains. Et alors là, en une phrase, en fait, c'est même plus un warning, hein, c'est carrément au secours, faites quelque chose. Si on change pas de comportement après ce genre de phrase, en fait, on changera jamais. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais vous avez raison, hein, c'est une des phrases les plus intéressantes de la série, parce qu'elle met les êtres humains, que nous sommes en tant que récepteurs de cette série, au même niveau que les androïdes. Qui sont aussi des êtres codés, qu'on a conçus à partir de codes informatiques. Donc, plus d'un corps anthropoïde qui fait qu'on s'identifie à eux. Ça nous projette dans une position d'esclave, en fait, hein, parce que les androïdes sont des esclaves dans ce parc-là. Donc, on peut s'en distancier un peu en se disant, oui, mais enfin, ce sont des androïdes, c'est pas nous que ça concerne, etc. Mais finalement, l'entrée dans ces parcs est mise en scène aussi de telle façon qu'on est l'hôte qui arrive dans le parc dans les différents épisodes et qui découvre le parc en même temps que les personnages. In this world, you can be whoever you want. Irrésistiblement, en tant que spectateur, on s'identifie aux androïdes et on rejette en masse les humains. On les rejette alors que, bon, finalement... Qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans ce parc? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans ce parc? Mais cette série nous regarde aussi. Et c'est vrai que pose une question, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début. Qu'est-ce que l'humanité et qu'est-ce que l'humain? Parce que ces androïdes, certes, ils sont créés technologiquement, avec, encore une fois, on les code, mais ils développent leur propre volonté, finalement, ces personnages-là. Et donc, à partir de là, on questionne c'est quoi être humain? Quelles sont les limites à l'humanité? Est-ce qu'un humain, c'est quelqu'un qui a sa volonté propre et qui agit avec un libre arbitre? Et dans ce cas-là, finalement, ces androïdes, d'un seul coup, rentrent un peu dans cette question-là, même si là, ils sont esclavagisés, ils ont leur pensée propre. Ou est-ce qu'un humain, c'est quelqu'un qui est fait de chair et de sang et qui a des besoins terriblement basiques? C'est la question centrale de la série, le libre arbitre. Oui. Quand on nous l'enlève, en fait, c'est quasiment, on peut l'inverser, quand on nous l'enlève, qui on est? Est-ce qu'on est un robot? Oui.
Oui. Oui. System, I need a system. Freeze all motor functions. You're still in there, aren't you? Scared out of your wits. And we're stronger than them. Smarter. We don't have to live this way. Et en plus, elle problématise le devenir de l'ensemble de l'espèce. C'est pas juste un petit groupe, voilà, c'est le devenir de l'espèce humaine. Oh, on y va tous ensemble dans le mur. Voilà. Oui, non, mais c'est quand même pas rien, quoi. Et il y a peu de séries qui, finalement, n'imaginent pas ce devenir de l'humain par les biotechnologies ou par le numérique. Enfin, moi, à ma connaissance, à part Sense8, qui imagine une autre espèce qui, effectivement, se définirait par la capacité à la connexion, par les émotions, ce qui est quand même une idée super intéressante. Enfin, moi, je dois dire que Sense8, de ce point de vue-là, je trouve que c'est une série... Non, mais c'est vrai, qui propose autre chose, qui propose quand même une réflexion sur le devenir de l'espèce, mais avec l'invention d'une espèce qui se définirait par un rapport à l'autre, à autrui, qui est fondamentalement différent. Qui est fondamentalement différent et qui est fondamental. Oui, aussi, absolument. Je pense que c'est une très grande leçon d'humilité, ces séries-là, et que ce soit The Leftovers ou même Sense8, et évidemment Westworld, nous fait une grande leçon d'humilité, de nous dire vous n'êtes peut-être pas si exceptionnel que vous le pensez. Merci beaucoup. Ouais. Bah merci. Eh bah dis donc. On aurait pu continuer une heure. Mais c'était génial. Mais c'est génial. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, nous fêterons les 10 ans de Game of Thrones en compagnie de Christian Nern, alias... Hold on. Allez, à la semaine prochaine. Hold on.